Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le gai savoir de l'écrivain. Chapitre 1. Métaphysique de l'autisme. La jouissance de Dieu. Au commencement était l'autisme, au commencement était l'indistinction comme passion et position de l'être. Au commencement il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague, il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde il n'eût créé quoi que ce fût. Le rien faisait mieux que lui convenir, il le comblait. Dieu avait les yeux perpétuellement ouverts et fixes. S'ils avaient été fermés, cela n'eût rien changé, il n'y avait rien à voir et Dieu ne regardait rien. Il était plein et dense comme un œuf dur, dont il avait aussi la rondeur et l'immobilité. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas, il existait. ME_, page 5. Dans le roman Métaphysique des tubes 2000, 9e roman publié d'Amélie Nothomb annoncé comme autobiographique, nous sommes présentés à un Dieu bien singulier qui n'est absolument pas le Dieu biblique de la création et de la religion révélée. C'est un Dieu bizarre qui n'est autre que l'héroïne narratrice elle-même, centre du monde absolu de la famille Nothomb composée des deux parents, du frère aîné André et de la sœur Juliette puis de deux autres personnages importants, Nishio-san et Kashima-san, les deux gouvernantes japonaises. Mais ce roman subvertit néanmoins quelque peu la notion autobiographique, puisqu'il apparaît comme la réécriture de soi et comme l'écriture même du désir de comprendre ce qui est arrivé, à savoir pour Amélie Nothomb, la façon dont elle a vécu et a pu traverser ses très singulières 3 premières années de vie. C'est une reconstruction, voire une traduction qui cherche à saisir et à retranscrire les premières perceptions du monde, la Weltanschauung originelle de l'étrange bébé qu'elle fut ou qu'elle aurait été. Je pense que l'écriture est un moyen d'investigation tellement profond que rien qu'en écrivant, on peut retrouver des impressions de cet âge tubulaire, un moment de la vie où l'on n'est même pas une conscience, il n'y a pas de jeu. Annonce-t-elle. Amélie Nothomb nous fait part dans ce texte de son regard de bébé et de très jeune enfant sur le monde, regard qu'aucun mot ne parvient encore à qualifier. Au départ, pas de regard et donc pas de vie, exprime-t-elle. Ce Dieu singulier sans regard sera nommé Dieu le tube. Il n'avait pas de langage, et donc pas de pensée. Cogito Nothomb bien intéressant auquel elle surajoute le regard, nécessaire à la vie. Il était satiété et éternité, ME_, page 6. Dieu était même sans corps. C'est un Dieu donc pour lequel l'autre n'existe pas, et qui se résume à l'état tubulaire. Puis nous dit-elle, on se rend compte que c'est moi d'eux. Les parents du tube sont alors inquiets de l'absence de vie de ce segment de matière, page 9, traversé par la nourriture simplement ingérée, digérée puis excrétée. Devenant une membrane d'existence protégeant un faisceau d'inexistence, page 7, les parents décidèrent, nous raconte-t-elle, de l'appeler la plante. L'auteur va dès lors s'efforcer de rendre compte de la différence entre elle-même, ce qu'elle éprouve ou en saisit et la plante, précisément. C'est tout l'effort décrit dans ce texte assez incroyable, celui d'une recomposition subjective. C'est aussi et surtout la place et la fonction même de l'écriture comme écriture seconde, face au néant originel évoquant une mort du sujet initial. La plante acquiert vite un regard que l'on ne remarque d'ailleurs pas puisqu'elle est également l'incarnation de la force de l'inertie, et qu'elle ne répond pas aux signaux et aux sollicitations reçues de l'extérieur. Amélie Nothomb dit que c'est un état dont elle se souvient d'ailleurs, particulièrement bien 3, et qu'il est alors logique pour un petit enfant de se prendre pour Dieu car on a l'impression de créer la réalité, de donner existence aux choses à partir du moment où on les nomme. 4. Quand je descends très bas avec mon sous-marin, je peux retrouver cette plante, la seule différence entre moi et les autres, c'est que je m'en souviens. 5. Pour la plante, disposer d'un regard c'est prendre conscience, c'est même disposer d'un choix, de considérer une chose plutôt qu'une autre. Le regard devient alors l'essence de la vie qui est d'abord un refus, page 17. Alors, Amélie Nothomb décrit longuement l'indifférence bizarre à la mère de la mère et des parents, l'indifférence à de l'extérieur. Sa mère en 2003 pourra ainsi dire qu'elle était inquiétante la petite 6, plus que singulière, ce qu'Amélie Nothomb confirmera à sa manière,
J'ai été son accouchement le plus pénible et le plus douloureux. Je suis née à l'envers, c'est-à-dire en montrant mon derrière à la face du monde, et ma tête est restée bloquée, en plus j'avais une circulaire du cordon. J'ai tout fait pour 2 raisons différentes. Je suis née ainsi, sans pleurer, mais cet état de silence a persisté pendant 2 ans, 7. Aucun diagnostic, médical ou autre ne fut apparemment posé, à part l'évocation d'une apathie pathologique accompagnée de l'énoncé suivant, « Votre enfant est un légume », page 9. Les parents furent soulagés par ce qu'ils prirent alors comme une bonne nouvelle, nous dit le texte, puisqu'un légume c'était de la vie, page 9, et ils refusèrent l'hospitalisation de leur enfant Dieu. Ils acceptèrent la normalité de l'enfant qui s'égare dans un vide physique, mental et relationnel, ce qui est décrit à travers l'évocation de la vacuité corporelle du tube, traversé par le réel de la vie pure. Aucun échange ne semble effectivement s'installer entre la mère, le père et ce bébé qui se laisserait mourir de faim, et qui révèle déjà cette pente à l'anorexie grave qui traverse l'œuvre notombienne. C'est un bébé asexué, sans corps vrai et même sans organes qui refuse l'existence familiale, ce qui l'a conduit, comme écrit l'auteur, à mourir ma vie, mourir le temps, mourir la peur, mourir le néant, page 46. Mort du sujet. Lacan, déjà évoqué, thématique du corps non humanisé et sans véritable organe que l'on retrouvera par exemple dans les catilinaires, avec le personnage du kyste, énorme organe digestif 4, page 76, ou dans Robert des noms propres. D'être venu au monde de manière traumatisante et d'être coincé dans le corps de la mère, amènera Amélie Nothomb à dire qu'elle a connu, petite, 2 années de grossesse extra-utérine supplémentaire, ME accent aigu-T, page 23. Cette conception purement réelle, physique de la maternité, elle l'évoquera encore. J'ai toujours entendu ma mère dire le plus sérieusement du monde que l'organe principal de la personne humaine est le foie. Tout est digestif. Elle vivait dans l'idée mystique que si l'on avait une alimentation parfaitement adaptée, on serait finalement toujours heureux, dans le beau et le vrai. 8. Danielle Nothomb est en effet une adepte de l'homéopathie, et calque les règles alimentaires sur les règles de santé, rejetant par exemple l'aspirine, geste que Amélie Nothomb a pu qualifier de crime et dont elle découvre le goût et la fragrance bien plus tard. J'eus la fascinante impression d'absorber le mal en personne. Je découvris la première des séductions, son goût âpre et amer qui me combla de délices. Et comme j'ai appris depuis lors l'étymologie de salicylique, je ne puis regarder un saule sans voir en lui un allié maléfique, l'arbre même de la transgression. 9. Toujours est-il qu'à l'époque, les parents, écrit-elle, ne trouvaient pas inacceptable d'avoir en surplus de la progéniture végétale. Ils en étaient même presque attendris. Ils l'appelèrent gentiment la plante, page 10. Figé sous ce signifiant maître, Lacan, totalisateur et désignateur de la jouissance de Dieu le tube, l'enfant va alors jusqu'à se laisser dépérir, devenant cette passivité pure et simple, page 10, lavabo auquel manquait le bouchon, page 18. Elle se laisse remplir la plomberie de quelques aliments toujours transitoires et enrobés de soins dont rien n'est dit, mais qui n'ont d'évidence pour elle aucune signification particulière, au point qu'elle devient, en grandissant malgré tout, ce néant qui prenait de plus en plus de place, page 16. Puis elle arriva ainsi à l'âge de 2 ans. Les parents, écrit Amélie Nothomb, renoncèrent à en faire un être humain, page 17. L'enfant s'était réfugié dans cette jouissance autarcique que Lacan évoque comme jouissance de l'un, ou comme jouissance de l'huître, pure jouissance autarcique, close sur elle-même. Le processus mythique et insulaire fut néanmoins interrompu par la subite survenue d'une violence incontrôlable, par le ravage intérieur et insensé qui saisit un jour l'enfant, laissant les parents tout aussi décomposés et démunis. Je hurlais de rage, mes yeux jetaient des éclairs et je jetais par terre tout ce qui était à ma portée. Vivant, enfin. On n'a jamais su ce qui était à l'origine de ce réveil furieux. 10. Mais l'épisode insensé l'éloignera encore davantage de ses proches qui la laissèrent seule, semble-t-il, face à la question affreuse et informulable, page 20, à l'accident mental qui est une poussière entrée par hasard dans l'huître du cerveau, page 19, face à la chose étrange, l'idée terrible ou même la pensée effarante. La vie s'est alors introduite dans le sujet comme un virus, induisant un mauvais fonctionnement malmenant la position passionnelle et autistique de l'être. N'est-ce pas l'annonce, au fond, de ce que dit Lacan lorsqu'il écrit qu'il y a quelque chose dont nous ne pouvons jouir, la jouissance de Dieu. 11. La colère et la volupté de Dieu le tube.
L'enfant entre alors dans une colère terrible qui dura 6 mois, jetant d'un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait. Page 23. Y compris pour la mère fascinée qui vint prendre son rejeton dans ses bras, mais qui dut aussitôt le déposer dans son licage. Page 22. Les yeux noirs de rage, des influx nerveux avaient traversé la chair inerte. Page 23. Selon Amélie Nothomb, la vie est alors un pur réel qui fait effraction et l'accouche avec la dernière et inconcevable violence. Singulière maïeutique, accident intervenu sans aucun principe paternel ou de langage, dénué de toute opération symbolique repérable, conséquence d'une pure et mauvaise rencontre avec cette réalité intérieure informulable. L'enfant est ce néant jeté dans la gueule ouverte de la vie comme dans ce monde situable aux limites de l'humain, puisque c'est un monde auquel elle résiste jusqu'au dernier terme et dont elle ne veut rien savoir, préférant et de loin demeurer ce légume clinique qui en vérité est ce que nous voudrions être. Page 20. C'est un postulat qui justifiera et supportera l'écriture puisqu'Amélie Nothomb dit que beaucoup de personnes éprouvent ou ont éprouvé les mêmes choses qu'elle. Mais l'enfant en colère n'a pas encore trouvé ce principe de plaisir qui rend la vie acceptable, comme elle dit. Elle est alors encore à l'acmé de sa colère que Lacan a pu concevoir comme disjonction entre l'ordre symbolique et l'invivable du réel. Je comprends les états furieux qui ont précédé parce que le bébé qui débarque et se retrouve sur Terre, ce n'est pas agréable et puis se retrouver dans ce chaos immonde, absurde du monde. C'est une très mauvaise expérience. En plus, l'alimentation du bébé est totalement déprimante. Il n'y a rien, aucun principe de plaisir dans ça. 12. Face au tube expulsé de sa vocation cylindrique, devenue machine à crier, le père désemparé convoque alors sa propre mère à venir contempler le nouveau phénomène. Amélie Nothomb situe ici son premier vrai souvenir, lors de la venue de sa grand-mère paternelle, Claude Nothomb. Assurant le lien générationnel, la grand-mère tend à l'infortuné enfant déchaîné en la nommant droit dans les yeux, une barre de chocolat blanc belge que l'enfant va consentir à sucer et même ingérer avec un plaisir évident et inédit. Cette scène fantasmatique et constitutive semble éveiller le tube à une parcelle d'humanité vivable sans anéantissement. Mieux, la volupté lui monte à la tête, lui déchire le cerveau et y fait retentir une voix qu'il n'a jamais entendue, « C'est moi. C'est moi qui vis. C'est moi qui parle. C'est moi qui te donne le plaisir. » Ce fut ainsi que je naquis, à l'âge de 2 ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, au village de Chukugama sous les yeux de ma grand-mère paternelle. Page 30. Sous le regard nominateur de son aïeul qui ne lui demande pas son avis ni n'écoute sa colère, elle entre subrepticement au champ de l'autre. Littéralement, Claude Nothomb l'a fait entrer dans un plaisir réel et la nourrit de signifiants basiques qui introduisent de manière minimaliste tant l'ordre générationnel, peut-on croire, que cette notion toute nothombienne de plaisir, en l'occurrence portée par le désir de cette grand-mère qui tente de l'humaniser et la disjoint un tant soit peu de sa colère dévastatrice. En termes psychanalytiques simples, on pourrait dire qu'à l'aide de la grand-mère, l'enfant noue partiellement le langage et la pulsion folle. C'est d'ailleurs un fait. Les romans d'Amélie Nothomb gravitent souvent autour de la notion de plaisir, dans la mesure où il apparaît comme la version humanisée de la jouissance autarcique et chaotique, autre comme l'écrit Lacan, c'est-à-dire attachable à rien. Seul compte la volupté, énonce par exemple le narrateur paradoxal de Sans nom, page 49, comme pour l'écrivain qui l'a constaté personnellement depuis toujours, je fonctionne mieux en état de plaisir. 13. Cette libidinalisation forcée, induite et nommée par la grand-mère visse l'enfant au monde humain, du moins apparemment, je suis formidable comme la volupté que je ressens et que j'ai inventée. Page 31. En effet, cette création découverte du sujet de la volupté, processus d'ailleurs emblématique et prototypique dans l'univers nothombien, être tout d'abord créé par l'autre puis renverser la donne en devenant le recréateur de soi-même, c'est-à-dire du plaisir, lui confère une possibilité d'ouverture inédite. Le plaisir profita de l'occasion pour nommer son instrument. Il l'appela moi, et c'est ce nom que j'ai conservé, page 33. En somme, l'orgasme physico-cérébral déclenché tant par les sensations sucrées du chocolat blanc que les quelques mots rapportés de la grand-mère lui arrachent littéralement. Le champ lexical est précis sur la nature bien réelle de l'affaire, une volupté qui deviendra addictionnelle. Ce qui évoque ce que Freud, à propos de la genèse du sujet dans ses rapports au monde extérieur, nomme le moi-plaisir, Lust-Ich.
Selon Freud, le sujet est en effet scindé entre une partie plaisante originelle, située en soi, et une partie déplaisante, le monde extérieur, ce qui resserre la notion de moi plaisir purifié. Dans Pulsion et Destin de Pulsion, Freud énonce que le moi résulterait ainsi à son origine, de sa coïncidence avec ce qui est plaisant, alors que le monde extérieur ressortirait de son identification avec le déplaisant, le moi intégrant ainsi le plaisant par introjection et rejetant le déplaisant par projection. Aussi Amélie Nothomb note-t-elle, le plaisir c'est moi, chaque fois qu'il y a du plaisir il y aura moi. Pas de plaisir sans moi, pas de moi sans plaisir. Je suis formidable comme la volupté que je ressens et que j'ai inventée. Sans moi, ce chocolat est un bloc de rien. Mais on le met dans ma bouche et il devient le plaisir. Il a besoin de moi. Page 31. Amélie Nothomb devint donc freudienne de ce jour-là. Cependant elle décrit un moi qui s'origine d'une intrusion certes fondatrice mais aussi traumatique. Quelques signifiants de base et le plaisir déboulent en elle sur le même mode que les aliments qui coulaient dans le tube ou lorsque la rage l'envahissait. Même immédiateté, même violence ou déchirement interne. Elle est littéralement inondée par la volupté, ravie. Certes, ce sont aussi les vocables et les mots de sa grand-mère qui l'ont amadouée page 29, mais il semble que la narratrice en parle comme d'une grand-mère quelque peu seconde, voire quelque peu instrumentalisée dans l'affaire. Claude Nothomb est la main, le corps surmonté d'un visage bienveillant page 32, quelqu'un de bien, des bras inconnus page 32, etc. Bref, le champ lexical laisse tout de même un peu perplexe et la narratrice nous dit bien que c'est elle qui est à l'origine, qui a inventé ce nouvel état. Une certaine mégalomanie relaie la sainte colère d'un dieu tubulaire indéfectiblement autarcique. Est-il donc bien certain en somme qu'une véritable place ou reconnaissance d'autrui ait été réalisée ? La grand-mère semble en partie reléguée au simple rang de catalyseur humanisant, de personnes présentes au moment ad hoc afin que la petite Amélie puisse consentir un tant soit peu à ce que sa jouissance décrite par analogie comme autiste, première et intenable. La rage en témoigne, puisse condescendre à sa forme civilisée, c'est-à-dire à la volupté, au plaisir. C'est le chocolat et ce plaisir qui lui confèrent, reconnaît-elle, une identité, une mémoire, et pas vraiment l'autre, toute grand-mère qu'elle soit. Aussi y a-t-il encore et toujours ce pas de côté par rapport à la parentalité. Je ne me rappelle pas les soucis de mes parents, leurs conversations avec leurs amis, etc. Mais je n'ai rien oublié de ce qui en valait la peine, le vert du lac, l'odeur du jardin, page 35. Néanmoins, elle se mit à parler, ou plutôt comme elle l'énonce, à voiser les sons. Les premiers mots dont maman, pour remplir son devoir de politesse comme elle l'écrit, puis papa, bien que je ne cherchais pas à me faire remarquer page 37, c'est-à-dire à vraiment exister et à se faire reconnaître par pour l'autre. L'enfant tient donc semble-t-il l'autre à distance, respectable, établit un pacte civil et un compromis sonore qui instaure une politesse, un semblant salutaire et commode. Mais elle semble rester en réserve d'un véritable lien symbolique et affectif, vis-à-vis des siens. En somme, l'hypostase plaisir l'ayant rendue opérationnelle, elle se met à voiser, à prononcer les mots à haute et intelligible voix. Cependant, elle écrit qu'on sent que le mot est ému, qu'il vit comme un signe de reconnaissance. Le mot acquiert une certaine vie qui se greffe en lui. Les mots libidinalisent et vont la rendre vivante après le chocolat belge, mais sur un mode singulier là encore. Les mots réels de Dieu. Il s'agit ici d'un signe de reconnaissance un peu spécial car le mot, les premiers signifiants utilisés par l'enfant, acquiert une matérialité, toujours référée à la position autistique de l'être. Dans Métaphysique des tubes, les mots que l'enfant consent à voiser se conjuguent au réel de l'événement. Ils collent à l'objet en question dans lequel l'enfant reconnaît quelque chose de son être ou de son expérience, comme aspirateur. Ils n'emportent pas d'effet métaphorique ou de distanciation vraiment significative. Ce surinvestissement du mot, cette prédominance de la relation de mots sur la relation de choses, comme dit Freud, n'obéit pas à la loi symbolique de substitution instaurée par le langage dans laquelle le signifiant est un élément qui possède une valeur différentielle et se doit, pour signifier, communiquer ou représenter le sujet, d'être couplé à d'autres signifiants, ce qui permet d'instaurer et de boucler la signification. Quand Amélie Nothomb évoque ainsi son emploi alors du vocable aspirateur ou mort, ces mots, ces signifiants unaires emportent avec eux leur poids de réel, de choses et sans doute même son être.
Ces signifiants qu'elle voise sont des sortes de mots-phrases qui condensent l'être. Ils sont isolés et deviennent pour la narratrice des sortes de fétiches verbaux que l'enfant prend ici à la lettre, avec ce qu'il ramasse et désigne de jouissances soliloques. Ils rendent quasi inutile toute véritable communication ou demande adressée à l'autre, et témoignent d'une insularité résumant et contenant une expérience douloureuse et innommable. L'aspiration de soi, et donc de risque de mort aussi, de disparition du sujet, de pente à l'anonymisation d'autrui. Ainsi, l'enfant Amélie aurait-elle seulement pu partager ses premiers mots hermétiques avec son entourage ? Ce primat du vocable évoque un fonctionnement à ciel ouvert de l'inconscient avec émergence de la face réelle du signifiant non articulé à une chaîne verbale adressée ou intentionnelle. Leur émergence côtoie le non-sens, si ce n'est qu'il désigne l'expérience intérieure et incommunicable de la position autistique de l'être. C'est une carence de la signification phallique, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire de la fonction symbolique et différenciatrice du mot, du signifiant ordonnateur en tant qu'il prend en compte l'incomplétude et qu'il pousse au sens ainsi qu'à la demande, à l'adresse à autrui. Aussi l'enfant ne met-elle guère du sien pour communiquer ce qu'elle reconnaît. Son langage reste très privé, et ne passe pas au public, à l'échange vrai. On retrouvera cet essai d'inscrire un sens privé au vocable dans cette fascination précoce envers les dictionnaires qu'elle tentera même un jour de réécrire à partir de ces significations-définitions déjà toutes personnelles, autarcico-poétiques, ce que l'on peut sans doute aussi comprendre comme tentative d'inscrire un sens, de capitonner un point d'arrêt à la dérive de la signification. La fonction ordinaire de représentation du signifiant est rendue ici très approximative. Les mots sont changés, peut dire telle patiente mélancolique qui se sent devenir bête, exprimant ainsi qu'elle ne connaît plus le sens des mots qu'elle ne peut dès lors plus partager. Ça se met à parler tout seul dans ma tête, énonce tel autre sujet qui évoque cette terrifiante impression d'extériorité et de jouissance du langage. Il s'agit là d'une vacillation, et même parfois d'un désordre provoqué au joint le plus intime du sentiment de la vie. 14. Lacan. Désordre provoqué par cette disjonction des signifiants privés de leur sens et disjoints de la signification qui oriente et soutient d'ordinaire le rapport à l'autre. Ce risque, ce danger même du hors-discours, précipite chez certains sujets cette nécessité de l'invention verbale, ce qui donne à l'occasion un artiste ou un écrivain qui s'appuie sur ce pouvoir libre et parfois insaisissable du langage et des mots, conduisant vers un investissement et une formalisation toute personnelle et singulière du rapport au langage, ce qu'on appelle un style. Ce qui donne à l'occasion l'impression de pouvoir recréer la réalité à sa guise, d'être Dieu, d'inverser le négatif en positif, de retourner les souffrances-jouissances liées à la position autistique de l'être en création ex nihilo afin de se forger une version tolérable du monde et du rapport à la langue. Laureline Amagneux, à cet égard, souligne qu'enfant, Amélie Nothomb réinvente les histoires qu'on lui racontait pour les ajuster à la grandeur de ses aspirations, contre ce néant qui demeure son principal ennemi, la poursuit comme un fantôme, et se travestit dans une profonde angoisse du morcellement, menace perpétuelle sur son intégrité physique et son identité psychique. 15. Ainsi, l'aspirateur devint un frère, me accent aiguté, page 40, c'est-à-dire cet instrument qui l'intéresse puisque comme elle, il avalait des réalités matérielles et les transformait en inexistence. Il remplaçait quelque chose par le rien, cette substitution ne pouvait être qu'œuvre divine. Page 40. Aspirateur, soit ce mot-phrase, ce mot-tube qui la condense face à l'expérience de la déréliction. J'entendais parfois dans ma tête une grande voix qui me plongeait dans d'incalculables ténèbres et qui me disait « Rappelle-toi. C'est moi qui vis en toi », page 40, mieux valait-il alors ne pas rester tout à fait seul avec la voix. Elle appela et nomma alors sa sœur Juliette, et elles se prirent ainsi, nous dit le texte, d'une folle passion, page 41. Puis elle s'attacha à sa gouvernante, remarquant dès lors l'importance de la parole qui prouvait aux individus qu'ils étaient là, et j'en conclus qu'ils avaient besoin de moi pour le savoir, page 42. Son 6e mot fut la mort, lorsqu'elle apprend la mort de sa grand-mère. Elle s'imagine que Claude Nothomb avait payé sa vie contre la sienne, cette grand-mère tout de même bien précieuse et humanisante qui avait contribué à me libérer de la mort. Dès lors, au moins mon souvenir lui conserve-t-il l'existence. C'est ma façon de lui rendre ce qu'elle m'a donné. Je ne pleurais pas. Je remontais dans ma chambre pour jouer au plus beau jeu du monde, la toupie.
Page 47, ça continue donc à tourner sur soi-même et l'enfant interroge alors Nishio-san sur la mort. Nishio-san, cette sorte de seconde mère qui la fascine par ses histoires de corps en morceaux, disjecta membra. Elle décrète alors qu'elle est japonaise car Nishio-san la divinise, l'idolâtre pense-t-elle. La petite Amélie l'intègre dans son fantasme autarcique. Nishio-san cultive le bon plaisir divin de l'enfant, ce qui l'amène à révéler son adoption et sa connaissance de la langue japonaise plutôt que celle de sa langue maternelle. Elle jouit alors littéralement, écrit-elle, du jardin pléonastique page 59. L'ère géographique de la croyance en moi atteignait son plus haut degré d'intensité dans le jardin. L'enfant s'identifie à elle-même et encore davantage, à l'entité au sein de laquelle elle s'autosuffit, au creux d'une nature pléonastique dans laquelle elle éclot comme lorsqu'elle découvre la mer du Japon qui la ravit totalement un jour, même, l'eau m'avala, page 68. Personne ne se porte à son secours malgré ses appels. Ravie, perplexe, elle écrit cette phrase étonnante. Je les regardais me regarder mourir avec attention, page 69. Elle pense alors que les témoins japonais de sa noyade s'en tiennent au vieux principe nippon. Ne jamais sauver la vie de quiconque, car ce serait le contraindre à une gratitude trop grande, page 68. À moins que c'était peut-être cela, l'aveu que l'eau voulait obtenir de moi, que je parlais la langue de mes parents. Hélas, ces derniers ne m'entendaient pas, page 69. Sa mère la sauve pourtant in extremis. Elle décide alors d'apprendre à lire dans Tintin et de nager dès lors dans le petit lac vert, ravie, se sentant devenir le centre géographique d'un cercle de splendeur, page 69. Mais la nuit, elle ne dort pas et perturbe ses parents qui se sentent observés par elle comme si elle avait le projet d'écrire sur eux une étude zoologique, page 74. C'est la nuit encore que les émanations du réel et de l'angoisse l'atteignent. Elle voit le ciel zinzolin par la petite fenêtre et ce regard sans limite la rend insomniaque. Elle passe des heures à guetter les bruissements énigmatiques qui s'échappaient du monde ensommeillé, afin de les interpréter, leur donner un sens, page 76. Une autre nuit, elle passe littéralement par la fenêtre mais reste coincée comme par miracle. Sa mère la change de pièce, de son poste d'observation. Elle s'apaise un moment dans la chambre de Juliette, forme pleine révélatrice de son désir d'amour et d'identification narcissique, dont elle admire la grâce. J'appris par cœur le rythme de son souffle et la musicalité de ses soupirs, page 78. La pluie de jouissance. Arrive le mois de mai japonais, l'automne de printemps. Mai est le mois des garçons au Japon et c'est un déclin pour l'enfant. J'avais certes déjà remarqué qu'il y avait une différence sexuelle, mais cela ne m'avait jamais perturbé. La différence physique n'est pas questionnée ni élevée au rang de signification, phallique, mais vécue comme une opposition parmi d'autres, visible mais non dialectisable ou questionnée par le désir. Elle est vécue aussi comme une perte narcissique. En effet, si la fête des garçons est symbolisée par la carpe, à la féminité on ne dédiait pas même un fanion, pas même un jour, p8 2 à 83. Elle se mettra alors à observer les carpes, afin d'essayer de saisir le rapprochement entre les carpes et les garçons. Elle n'admet ni ne saisit, semble-t-il, le caractère purement symbolique et conventionnel de l'affaire. Elle trouva tous les autres poissons pourtant bien plus beaux que les carpes avec leur épaisse silhouette de prêtresse surnourrie de pisciculture. C'est Castifiore muette, obèse, page 84. Elle pensa que les carpes étaient moches, comme les garçons dès lors, et se persuada que les Japonais avaient bien fait de faire de la carpe l'emblème du sexe moche, page 86, de ceux qui ont quelque chose de vilain, page 86. Elle découvre alors son père. Un père curieusement devenu chanteur de nô. Elle l'aime à ce titre et le trouve admirable. L'aime d'un amour narcissique relayé par l'évocation redondante, dans le texte et même dans l'œuvre, de l'expression « auteur de mes jours », page 94, afin de le qualifier. Se promenant un jour de pluie et d'inondation avec lui, le père tombe dans un trou d'eau et manque de se noyer. Il ne peut s'extirper du trou et l'envoie chercher de l'aide. Elle en pense alors que le père est égoutier, et qu'il travaille avec l'eau. Il s'en sort d'extrême justesse et elle en déduit que son père est le belge Anadiomène, page 107. Elle sera dès lors encore davantage fascinée par l'eau. L'eau en dessous de moi, l'eau au-dessus de moi, l'eau en moi, l'eau c'était moi. Ce n'était pas rien que mon prénom en japonais comportait la pluie, page 109. Ce qui n'est pas ici sans évoquer la pluie, comme prénom succédant en quelque sorte à la plante.
une nomination en apparence poétique qui la fait passer à l'écriture, à la métaphore après les épisodes sévères d'aspiration et de mort du sujet, liés à la position autistique de l'être et à la vie végétative, le tube. Cependant, cela ne semble pas être une véritable métaphore pour autant, mais un recouvrement par l'expérience de l'énigme liée au père, et à la fonction signifiante et nominative de celui-ci. En outre, le père est l'objet d'un certain ravalement, l'égoutier, puis d'un certain repêchage signifiant, le belge anadiomène. Il n'est donc pas certain que le père soit installé comme fonction. Lacan, un père dont la fonction symbolique, le métier etc. la questionne alors beaucoup. Amélie Nothomb décrit d'ailleurs son enfance pluvieuse, ce qui est bien sûr très beau et même très japonais, mais questionne tout de même comme simple métaphore. En effet, cela renvoie pour elle dans le texte à l'existence anadiomène et dissoute dans l'élément indifférencié et engloutissant, l'eau, l'inondation, l'égout, l'eau qui ravale le père et elle-même bientôt par la même occasion. Mais ce n'est pas ici sans évoquer ce que dit Lacan de l'écriture et de la lettre, comme moyen d'inscription, image de ravinement résultant d'un effet de précipitation, rature pluvieuse et fluviale raturant la plaine sibérienne, cette page blanche interminable qu'il observe du haut de son avion lors d'un retour du Japon lorsqu'il survole l'Union soviétique. À partir des nuées signifiantes, il chute, il pleut en effet du signifié, de la jouissance, soit, ce qui de la jouissance s'évoque à ce que rompt un semblant, voilà ce qui dans le réel se présente comme ravinement. Et c'est ce qui nous occupe ici, cette pluie, cette précipitation littérale de jouissance et d'aspiration de soi qu'évoque Amélie Nothomb, qui fait le lit de sa littérature qui récupère l'être même de l'écrivain. Pluieuse, l'eau, égoutier. Comme aspirateur, ou la mort. Autant de glissements à valeur métonymique dans lesquels elle se saisit paradoxalement et elle se définit, filialement, littéralement. Il s'agit certes ici d'éléments signifiants mais aussi d'un jeu métonymique qui désigne réellement l'absorption de soi dans l'élément incontrôlable, fût-il aquatique, l'eau c'est moi, ou langagier. À cet égard, Amélie Nothomb écrit que les mots sont de belles matières et des ingrédients sacrés, Ic page 22. Comme prétexte-attaque, elle est tentée de défoncer la métaphore, c'est-à-dire de crever l'écran du semblant, les nuées du ciel poétique qui précipitent sur la page d'écriture leur flot de jouissance autarcique dans laquelle le sens commun se noie. On vous dit, j'écris ceci mais ce n'est pas du tout ça, c'est en fait une métaphore d'autre chose. Alors pourquoi ne pas écrire tout de suite la réalité qui se cache derrière ? 17 Comme si, au fond, elle contournait une métaphore originaire par ses audaces d'écriture et la montée en épingle de jeux stylistiques qui recourent au paradoxe, aux oxymorons, aux litotes, aux retournements et autres hyperboles. La métaphore paternelle, l'auteur de Mes jours redondant dans ce texte, n'est ici guère oedipienne. L'enfant dira dans le texte ne concevoir aucune culpabilité de n'avoir pas sauvé le père des eaux. Je compris que l'auteur de Mes jours n'était pas égoutier et que j'avais assisté à un accident, j'en éprouvais une certaine déception, non seulement parce que j'avais trouvé plaisante l'idée d'avoir de la famille dans les eaux usées, mais aussi parce que je retournais à la case départ dans mon élucidation du sens du mot consul, page 108. Elle en conçoit cependant que pleuvoir est un sommet de jouissance, un ravissement, une réelle aspiration à se fondre dans ce grand tout aquatique indifférencié que Freud nommait sentiment océanique, saisissant le moi hédonique primitif 18 qui inclut tout, et qui exclut de lui le monde extérieur 19. La pathologie nous fait connaître toute une multitude d'états, où la délimitation du moi d'avec le monde extérieur devient incertaine, écrit Freud. Amélie Nothomb a dès lors l'impression que son corps devient lui-même élément. Mon corps amphibie me réjouissait, page 111. Un corps partie prenante de l'élément à queue dans lequel, ravie, elle s'inclut toute, le père y compris. L'eau, l'aspiration, deviennent ici une donnée de la parenté. C'est alors qu'elle apprend qu'elle ne va pas rester au Japon, et donc qu'elle va perdre sa gouvernante, ses racines choisies par elle. L'univers s'effondra sous mes pieds, j'avais perdu pied, j'étais la mer, l'eau m'avalait, P122 à 123. Ce qu'on aime, on peut donc réellement le perdre. Faut-il dès lors et à plus forte raison ne pas s'attacher aux autres afin que l'amputation soit moins douloureuse ? Ou alors aimer brièvement, cultiver la mémoire et les mots puisqu'ils sont aussi la chose, le réel, voir écrit le mot chat dans un livre. Voir ce mot écrit me procure un plaisir similaire à la présence du chat, page 127. On saisit ici la voie que choisira Amélie Nothomb qui prendra pied dans l'écriture et la littérature à venir,
son espace métaphorique envisageable. Entre mes 10 et mes 20 ans, la littérature m'a vraiment sauvé du néant. À cet âge, je n'étais pas très douée pour rencontrer les gens, alors je me suis raccrochée au livre comme à un radeau de sauvetage. Quand dans Mercure mon infirmière veut s'échapper de la chambre où l'a enfermé le capitaine, elle entasse des livres pour s'en servir comme d'un escabeau. C'est une métaphore de ma vie passée. 21. De la jouissance des carpes à celle du ravissement. Mais le langage n'est ne peut pas tout face au mystère humain, ici en l'occurrence face au désir de l'autre, le père énigmatique, les parents qui déménagent. En effet, à 3 ans à peine, date anniversaire où aucun langage ne serait parvenu à la cheviller de ma déception. Page 132. Elle reçoit un cadeau tout aussi énigmatique qui va alimenter sa perplexité et ne la rassurera pas sur les intentions d'autrui. 3 carpes précisément, bien plus tard au Bangladesh, ce sera un éléphant. La laissant consternée, ce cadeau la renvoie du côté de l'inhumain, d'un intolérable qu'elle va pourtant faire mine d'accepter. Elle ne put, dit-elle, exprimer son dépit. Son langage même n'y suffit pas, mais l'épisode insensé lui donne cependant l'image exacte de ce que je ne voulais pas être, page 132. Mais ses parents enfoncent le clou et l'enjoignent, croyant lui faire plaisir, de nourrir les bestioles. La vision de ces 3 bouches sans corps me stupéfiait de dégoût, page 134. Pire, les parents l'identifient aux carpes. Cela devient, écrit-elle, un désastre onomastique, page 134. Elle est littéralement renversée devant ce qu'elle nomme leur bouche d'égout, page 136. Première image peu ragoûtante d'une pulsion dévorante et obscène qui lui arrive dessus, la bouche des carpes, mon premier dégoût, page 137. Pourquoi ? Mystère, écrit-elle, mais avec des effets non moins réels sur le corps et le mental. J'avais de plus en plus l'impression que c'était ma chair qui nourrissait les carpes. Je maigrissais, page 138. Le cauchemar incarné de ces bouches béantes devient la présence même de cette jouissance autre, celle de ces bouches sans corps, dont les lèvres poissonseuses qui me regardaient de leur regard de lèvres. Elles bouffaient ma bouffe avant de me bouffer moi, page 136. Expérience un tantinet ravageante doublée d'une époque où le paysage alentour change à ses yeux. Le jardin qui jadis l'apaisait devient dysmorphique. Les fleurs explosent comme si elles avaient trop mangé, au sein même du jardin il y avait une inquiétude. La nature avait atteint une sorte de saturation. Les plantes avaient la moue gavée des lendemains d'orgie. La force vitale que j'avais sentie contenue en toute chose était en train de se transformer en lourdeur. Sans le savoir, je voyais se révéler à moi l'une des lois les plus effrayantes de l'univers. Il y a la croissance et puis il y a la décrépitude, entre les deux, il n'y a rien. Dès le 15 août, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.